Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes prêts à frissonner parce que cette vidéo va être consacrée à quelque chose d'un peu spooky, de frissonnant, que vous aimiez les fantômes, les créatures étranges, les démons ou autres. J'espère que vous êtes prêts à avoir peur. Alors j'avais envie de vous parler, certes de lecture bien entendu, mais j'avais envie aussi d'agrémenter la vidéo avec des films et des jeux vidéo qui pourraient être de circonstance parce que Halloween approche à grands pas. Donc si vous avez envie de vous faire peur de manière plus ou moins effrayante, j'ai plusieurs stades, on va dire, de frissonnage à vous proposer de manière plus ou moins graphique, il est vrai. Et justement, si on commence de manière graphique avec les livres et que vous aimez bien tout ce qui est un petit peu sanglant et un mix entre des loups-garous et des démons, j'ai envie de vous présenter Stray Dog. C'est un petit manga qui est de Vanra et publié aux éditions Glénat et c'est un seinen. Donc, attention, c'est pour les adultes à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est donc violent. Et cette personne que l'on voit ici, elle s'appelle Toru. Et Toru, c'est un démon licant, on va dire ça comme ça, mais pas n'importe lequel des démons licants, parce qu'il représente une très vieille entité bien connue de l'histoire française, qui a vécu donc des millénaires et qui a toujours un démon assoiffé de sang et de meurtre en lui. Parce que c'est une malédiction qui le ronge, et il ne peut pas endiguer cette soif de massacre à moins de tisser un lien avec un humain. Et je vous laisserai découvrir qui est cette mystérieuse entité millénaire qui a fait trembler pour de vrai la France il y a des siècles de cela. C'est vraiment très sympa. Et c'est, comme je vous le disais, très sanglant et graphique. Alors je ne peux pas, pour des raisons évidentes sur YouTube, vous montrer les passages avec, on va dire, des membres déchiquetés, tout ça, mais sachez qu'il y en a. Il y en a, vu que ce sont quand même des loups-garous slash démons slash gens pas très sympathiques. Donc, moi je suis fan du design, j'aime beaucoup. Ici c'est le premier tome que je vous montre, mais j'ai emprunté jusqu'au tome 3 à ma médiathèque. Et quand je vais retourner, je pense que je prendrai la suite. Donc c'est sympa, ça ne fait pas peur en soi, mais ça met un petit peu dans l'ambiance pour donc Halloween. Et je reste dans un côté graphique, mais qui change un petit peu, parce que là on va parler certes de démons, mais de démons plutôt dans le côté folklore nippon, cette fois-ci avec Firefly. Firefly c'est de Ryukichi07 au scénario et au dessin c'est Nokuto Koike. Et c'est publié chez Komiku. Donc là on change radicalement de design et de décor, parce qu'on va suivre Yukito, qui est une jeune fille qui va se rendre à l'enterrement de sa grand-mère dans un petit village perdu au milieu des montagnes, avec tout le reste donc de sa famille endeuillée. Il y a un peu des tensions au niveau de toutes ces familles, entre les frères, les cousins et compagnie, pour divers secrets familiaux qu'on va apprendre au fur et à mesure à travers ce manga, et dont certains vont rester quand même en suspens, vu que là c'est un tome 1. Mais à mesure que la veillée funèbre se passe, des choses étranges vont commencer à arriver. Surtout lorsqu'en pleine nuit, Yukito se réveille et voit le corps de sa grand-mère se carapater en courant. À quatre pattes. Rien que ça. Et à partir de là, l'ambiance du village va complètement être chamboulée, elle va disparaître au milieu d'un brouillard étrange où des créatures pas très sympathiques vont commencer à faire leur apparition, de même que d'autres phénomènes plutôt bizarres et peu engageants pour leur survie. C'est pas mal du tout là aussi. Avec un design, comme je vous disais, qui est radicalement différent de l'autre, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout dans le même côté visuel. Là, on va plutôt jouer au niveau de l'ambiance, vous voyez, avec cet aspect un petit peu griffonné, un petit peu bancal, parfois un petit peu foggy, exprès pour perdre le lecteur, pour le faire se demander où est-ce qu'il va, il va pas trop comprendre lui non plus, au même titre que les personnages, où est-ce qu'il en est, jusqu'au moment où on va commencer à avoir 2-3 indices, des choses bizarres qui se passent, et une certaine explication arrivée vers la fin,
une première explication, vu que comme je vous disais, c'est un tome 1. C'est assez particulier, on se demande bien vers où ça va aller parce que c'est pas très engageant, donc pour la famille qui est là normalement pour se recueillir sur la grand-mère défunte. Ça va être une ambiance assez fantomatique, assez bizarroïde, assez axée folklore nippon, mythologie, donc de tout ce qui va être un petit peu fantôme, démons japonais et légendes urbaines. C'est pas mal, c'est pareil pour le moment. C'est un tome 1, donc assez introductif, qui fait pas spécialement peur, mais qui peut commencer à mettre une ambiance un petit peu dérangeante pour se mettre dans l'ambiance pour le 31. On va basculer du côté des romans à présent, et j'ai envie de m'attarder sur les fantômes. Parce que s'il y a quelque chose que j'aime lire tout particulièrement, dans toute l'année certes, mais vraiment pour le mois d'octobre, c'est tout ce qui va se passer au niveau de maisons hantées ou d'entités maléfiques et fantomatiques qui vont venir mettre leur grain de sel et emmerder le monde. J'adore les histoires de fantômes et de maisons hantées, et je vais donc vous rebassiner une fois de plus avec The Toll House, qui certes n'est pas traduit en français, donc je suis désolée si vous ne lisez pas l'anglais. Attendez qu'il soit traduit parce que franchement, il a l'ambiance spooky qui est parfaite, mais qui se rapproche un petit peu, on va dire, dans le même genre, et qui est lui traduit en français, je vous mets la couverture juste ici, La Maison des Oubliés, qui va être là aussi un côté un petit peu maison hantée, qui est pas mal du tout. Et c'est pour ça que j'avais dans l'idée d'utiliser ensuite un support plutôt visuel en vous rapprochant les livres de films et ou de jeux vidéo également, parce que si vous êtes comme moi qui avez du mal à frissonner à une lecture, et bien plutôt au niveau des films ou des jeux vidéo, vous ressentirez peut-être un petit peu plus le côté malaisant ou flippant de ce que je recherche justement dans quelque chose d'horreur. Et The Toll House, il a la même ambiance en tant que film que The Haunting on the Hill House, qui est un bijou. Alors oui, j'aurais pu vous proposer le livre qui en était un petit peu adapté, mais je ne l'ai pas lu. Donc je préfère vous proposer la série, du moins la saison 1 que j'ai vue. Parce que la saison 2, c'est The Bly Manor, quelque chose comme ça, que je n'ai pas encore vu, et qui est apparemment beaucoup moins bien que la première saison de Haunting, qui est exceptionnelle au niveau de l'ambiance, au niveau du cadrage, au niveau des lumières, au niveau juste du son et de la présence de cette maison, en fait, qui est un personnage à elle toute seule parce qu'elle recèle nombre de secrets et d'entités qui font qu'elle en impose, en fait, et que ces personnes qui errent à l'intérieur sont là, pas spécialement pour nous faire du bien, il est vrai, mais on est en quelque chose à nous communiquer qui est vraiment sympa et justement rehaussé par des bruitages, par une ambiance sonore comme ça qui fait que c'est beaucoup plus facile, on va dire, de frissonner à travers l'écran qu'à travers un livre. Même si l'écriture de certains, notamment Le Signal de Maxime Chatham, sont assez costauds niveau frissonnage garanti. Niveau jeux vidéo, je ne pouvais pas passer à côté d'une vidéo d'Halloween et de fantômes sans parler de ma saga favorite de tous les temps, qui est chère à mon cœur, que j'ai poncé des heures entières à frissonner avec mon frère devant. Est-ce que vous connaissez cette petite pépite qui s'appelle Project Zero ou Fatal Frame en VO? Je suis mais archi fan de cette série de jeux d'horreur concentrés sur des fantômes du folklore nippon là aussi. Cette saga est absolument fabuleuse. Je l'adore. Et là, si vous voulez frissonner, mais cette série, il vous la faut. Parce que, alors certes, si l'histoire change un peu en fonction des protagonistes au niveau... Moi, j'ai les 3 premiers parce que là, après, le format de console a changé et pas mon budget, donc je ne les ai pas. Mais en gros, on va être souvent avec une jeune femme qui va se retrouver perdue au milieu d'un manoir abandonné ou d'un village abandonné ou d'une maison, une forêt, bref. Un endroit peu sympathique, glauque, qui a un lourd passé et qui va devoir affronter des fantômes uniquement avec un appareil photo.
Et là est tout le génie de cette licence, parce que autant quand on est derrière un fusil à pompe, un arc, un bazooka, un lance-flamme ou que sais-je, on se dit c'est pas grave, arrivez les zombies, autres monstres ténébreux, je vais vous découper en rondelles. Mais là on n'a qu'un appareil photo. C'est pas la même ambiance et c'est pas le même résultat au niveau du trouillomètre, je trouve. Et les studios Tecmo, ils avaient fait des chefs-d'œuvre avec ces 3 pépites que je vous recommande à 3000%. S'il y a bien une série que j'adore, c'est celle-ci. Et je vous avouerai que depuis que mon frère m'a dit que Sony avait racheté les droits de la licence à Nintendo et qu'ils étaient rebasculés sur la PlayStation, j'ai tellement hâte de pouvoir découvrir ceux que je n'avais pas pu quand Nintendo les avait rachetés. J'ai hâte. Cette saga, pour moi, c'est la meilleure de tous les temps. Et que vois-je, un qui s'était glissé par là, alors que c'est pas du tout un Project Zero, Ku-On. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pareil, ce vieux jeu vidéo. Regardez un peu la plateforme, on en est à la PS5 et je vous montre de la PS2. Rien ne va plus, je suis vintage. Mais qu'importe, parce qu'on est un petit peu entre le mythe du fantôme et du démon, dans un folklore, tout ce qui est de plus japonais. Et là c'est pareil, on va incarner une frêle jeune femme qui ne peut se défendre qu'avec un tout petit couteau ou des talismans qu'elle va leur envoyer à la tronche. Et c'est pareil, hormis la lenteur de déplacement de ce personnage qui est complètement chaotique, vous êtes dans une ambiance sombre où on ne voit vraiment pas grand-chose à l'écran, avec des bruitages, avec des pans de fumée qui vont sortir d'on ne sait où, avec des bruits de fond qui sont parfois totalement démoniaques, une ambiance assez poisseuse, assez angoissante, qui est parfaite, de même pour la saison. Même si j'ai trouvé celui-ci très sympathique, j'ai quand même une énorme préférence et un énorme coup de cœur pour la saga Project Zero que je vous ai présentée juste avant. Une des créatures que l'on retrouve assez fréquemment dans les périodes un petit peu spookyesques comme ça, ce sont les vampires. Les vampires qui sont à la fois une prestance, un charisme et un côté cruel qui font de ce personnage un petit peu ambigu quelque chose d'assez fascinant aux yeux d'un simple mortel. Parce qu'il a le pouvoir, il a la puissance, il a l'ancienneté, il a parfois même aussi la beauté, et il fascine comme il est redouté. Je ne parle pas du vampire paillette de Twilight, je parle de la maîtresse des vampires, Anne Rice, qui a su, mais d'une manière magnifique, mettre en avant ce mythe vampirique, notamment avec sa saga du fameux Lestat. Lestat le vampire, qui est vraiment une figure emblématique, je dirais, du monde de la nuit, que l'on a découvert notamment avec Entretien avec un vampire, puis potentiellement aussi avec La Reine des damnés, et le livre qui lui est dédié, Lestat le vampire, bien sûr. Elle a fait toute une saga avec plein de personnages différents qui sont incroyablement charismatiques. Elle n'est pas dans l'horreur visuelle pure, Anne Rice, elle est vraiment dans le contemplatif, elle est vraiment dans l'ambiance. C'est une femme qui savait, parce que malheureusement elle est décédée, mais c'est une femme donc qui savait mettre une atmosphère particulière au niveau de sa plume, qui arrive à nous englober, et même s'il n'y a pas beaucoup de scènes punchy à l'intérieur, elle nous transporte dans un univers vraiment visuel que j'ai trouvé incroyable. Alors ce sont certes des petits pavés qui font minimum entre 400 et 500 pages faciles, et il y en a beaucoup sur les vampires. Donc c'est vrai que si vous avez pas trop envie de commencer une saga où il y a plein de tomes, que ce sont presque tous des petits pavés, mais que vous avez envie de reconnaître un petit peu ce côté visuel, il y a des adaptations qui ont été faites au cinéma. Notamment il y a ces deux-là avec Entretien avec un vampire et La Reine des damnés. Alors je pense que ces deux-là sont parmi les plus connus qui ont été adaptés de chez Anne Rice, notamment Entretien avec un vampire qui commence à dater maintenant, avec les fameux Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas dans les rôles des 3 vampires les plus célèbres d'Anne Rice. Et dans La Reine des damnés, c'est Aaliyah et Stuart Townsend qui sont respectivement la reine Akasha et Lestat le vampire. Alors peut-être qu'ils ont un petit peu vieilli visuellement, c'est vrai. Ce ne sont pas des adaptations qui font peur. C'est vraiment le côté justement ambiance et visuel de Anne Rice qui a été repris. Et là, il y a une bande de son de fou furieux qui est géniale.
contrairement au jeu d'acteur qui est un peu trop exagéré. Je trouve ils ont voulu axer sur la sensualité du vampire, et c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais par contre, le son est waouh. Et lui, c'est pareil, il a un côté visuel qui est vraiment très beau. Il est assez lent dans son déroulé, mais il est quand même très sympathique à voir visuellement, même s'il a donc un petit peu vieilli, il est vrai. Je vous ai dit un petit peu avant comme quoi il y a quelque chose que j'adore tout particulièrement, ce sont les histoires de fantômes et de maisons hantées. Mais il y a autre chose que j'aime tout particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont les histoires avec des asiles, avec des sanatoriums, et avec quelque chose de folie un petit peu derrière, de psychologique comme ça. J'aime par-dessus tout cette ambiance pesante qu'il y a au détour de couloir, où il y a toujours une chaise roulante qui va venir grincer à un moment inopportun, une fenêtre qui va claquer ou une branche qui va venir grincer sur la vitre, des sons étranges. On ne sait pas qui du malade mental ou de le protagoniste va devenir vraiment fou, et c'est ce que j'aime dans ces ambiances que l'on retrouve dans Shutter Island. Et évidemment, est-ce que je vous bassine pas chaque année avec Shutter Island ? C'est probable, mais je vais continuer parce que ce livre est absolument génial, mais cette adaptation est absolument géniale aussi. Alors oui, ils sont pas embêtés pour la couve, on est d'accord. Mais qu'importe, Shutter Island, c'est incroyable. Là, il y a vraiment tout, côté ambiance, côté interrogation, côté musique, côté vraiment effet sonore et luminosité dérangeante qui sont là pour interpeller. Et la plume de Dennis Lehane est vraiment dans le détail pour que le lecteur se sente comme s'il était lui-même au sein d'une cellule de cet asile, ou aux côtés de cet enquêteur perdu sur cette île déserte battue par la tempête. C'est incroyable. Franchement, si vous n'avez pas lu ou vu, faites les deux. Faites les deux, c'est absolument génial. Le film comme l'adaptation sont waouh. Si vous aimez les créatures un petit peu décharnées, tout ce qui est un petit peu zombies, démons ou expériences qui ont mal tourné, potentiellement la série Resident Evil devrait vous combler. Et elle existe en livre. Je ne les ai pas physiquement parlant, donc je vous mets la couverture juste ici, mais je les ai lus et c'était plutôt bien. Et la magie de cette firme, c'est qu'il y en a plein à moudre. Vous pouvez avoir plusieurs adaptations, plusieurs versions, que ce soit en livre, que ce soit en film ou en fameux jeu vidéo, évidemment, puisque ça vient de là quand même. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et oui, je vous présente ce film-ci parce qu'il n'y a que ce film qui existe. Il n'y a jamais eu d'adaptation avec Mila Jovovich. Ça n'existe pas. Franchement, si vous voulez voir une mauvaise adaptation qui s'est juste emparée du nom d'une série, Resident Evil. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire à part pourquoi. Pourquoi ? Mais là n'est pas le sujet. Resident Evil, si vous voulez voir donc du zombie, de la manipulation génétique qui se tourne mal, des monstres, de la baston et un côté évidemment survival horror qui fait frissonner, tant les films que les livres que les jeux vidéo pourront vous combler. Et dans le genre créature un petit peu inquiétante, peut-être fantomatique, peut-être créature sortie des enfers, on ne sait pas trop, je pourrais vous proposer celui-ci que j'ai lu l'an dernier, qui s'appelle Les Locataires, qui sont donc, comme son nom l'indique, des locataires qui vont emménager dans un appartement qui, la nuit venue, va changer du tout au tout. La femme de notre héros va disparaître et il va se retrouver à errer parmi les couloirs avec des créatures qu'il ne sait pas bien s'il est en train de rêver, de cauchemarder ou de devenir complètement fou. Et la lecture de ce dernier m'avait vraiment fait penser aux nombreuses créatures étranges que l'on retrouve dans Silent Hill. Et ça, Silent Hill, bien sûr, c'est vraiment une saga incroyable parce qu'elle compte plusieurs opus, que ce soit en film, même si le premier est génial, le deuxième n'existe pas, et en jeu vidéo évidemment, il y en a plein aussi. Et il y a cette ambiance derrière que l'on retrouve qui est
brumeuse, qui est terrifiante par le passé justement du lieu dans lequel les personnages sont, avec des événements qui sont inexplicables pour le personnage principal, qui ne sait pas bien s'il est en train de rêver ou s'il est en train de devenir complètement fou allié, et qui va devoir lutter contre sa santé mentale dégradée et contre ces fameuses étranges créatures qui lui veulent du mal. Donc c'est pareil, si vous voulez frissonner en lecture, en visuel ou en jeu, Les Locataires et Silent Hill, c'est pas mal du tout. Et j'ai envie de rester dans les créatures un petit peu zombifiées, avec une saga qui, en version papier, est plutôt un livre donc tiré de l'expérience du réalisateur, parce que ça vient d'un jeu vidéo. Et donc, c'est plusieurs recherches qui ont été menées derrière, les storyboards, comment l'histoire a été pensée et créée, parce que j'ai envie de vous parler de The Last of Us. Oh, ce jeu vidéo, mes amis. Pouh. Je me suis mangé une claque intersidérale quand il est sorti en jeu vidéo, celui-ci. Je l'ai adoré. Alors évidemment que quand la série a été adaptée, je me suis ruée dessus. Je vous avouerai qu'elle n'a pas la même sensation horrifique que le jeu vidéo en lui-même, mais ils ont réussi à recréer quelque chose de pas mal quand même au niveau de cette ambiance particulière qui se dégage de The Last of Us. Et on le retrouve au niveau de ce fameux livre, parce qu'on a beaucoup de planches donc, qui sont quelque chose d'assez visuel, qui nous replonge dans cette ambiance de Last of Us qui est à la fois donc post-apocalyptique parce que l'humanité a été décimée par un étrange virus là aussi, par justement ces personnes qui sont devenues mutantes, par le reste de l'humanité qui n'a pas été en s'arrangeant. Bref, l'atmosphère, les musiques, les lumières, l'ambiance de Last of Us, tout est absolument incroyable. Et pour terminer avec un petit peu plus de légèreté, parce que sinon je pourrais vous en présenter mais plein, sur des sorcières, sur des démons, sur d'autres fantômes, sur du slasher pur, sur du gore. Je pourrais m'attarder pendant des heures pour vous parler d'horreur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, on pourrait approfondir un petit peu plus le sujet. Mais pour finir avec un côté frissonnant mais un petit peu plus pour les enfants, j'ai envie de vous parler d'une très vieille série que pourtant tout le monde connaît et qui continue encore à sortir. Les Chairs de poule. Est-ce que quelqu'un n'a déjà jamais entendu parler de cette série, Chairs de poule? Ça franchement, quand on était enfant, c'était la série qu'il fallait absolument avoir si on voulait se faire peur et passer pour des grands. J'adorais cette série étant gamine, là j'en ai conservé que ces deux-là qui étaient vraiment deux de mes préférés. Les autres je les ai revendus depuis, mais je les avais quasiment tous. Et il y a sur tous les thèmes. Là on est sur un côté un petit peu profondeur océanique où on ne sait pas tout à fait sur quoi on va tomber. Là on est plutôt sur un côté un peu plus fantomatique, revenant, sorti d'une maison et d'un cimetière. Et puis après, il y a de tout, de toute façon, au niveau des pantins, au niveau des monstres, au niveau des loups-garous, au niveau de magie interdite, bref. Il y a tout. Pour les plus jeunes, c'est à partir de 9-10 ans. Et dans la même veine, il y avait cette série-là aussi, qui est un petit peu le concurrent de Chair de poule, qui s'appelait Polar Gothic. Et celui-ci, c'est le seul que j'ai conservé de cette collection-là, parce qu'il était sur les Incas. Et je trouvais ça super original, moi j'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie et au côté donc un petit peu fantasy fantastique comme ça. Pareil, il est pour la même tranche d'âge que Chair de poule, et c'est pas mal du tout si on veut commencer à frissonner plutôt jeune. Et pareil, pour terminer en beauté, avec un graphique, pourquoi pas se plonger dans l'univers de Tim Burton, parce que franchement Tim Burton, c'est le roi pour avoir une ambiance et un côté graphique absolument unique, et alors certes, Mr. Jack, c'est l'un des plus connus, mais j'avais envie de changer avec justement Les Noces funèbres, qui a un côté, vous voyez, parfaitement halloweenesque, avec ces tons un petit peu bleutés, un petit peu glacés, parce qu'on va côtoyer la mort. Et ce film est vraiment super sympa, avec pareil une côté ambiance musicale qui est propre à cet univers de Tim Burton, avec ces personnages qui sont toujours aussi filiformes, qui ont l'impression d'être toujours un petit peu déprimés comme ça, mais qui ont un côté tellement attachant et atypique qu'on aime ou on déteste Tim Burton, mais qui nous fait toujours ressentir quelque chose.
et particulièrement pour cette période d'Halloween, il a beaucoup de films qui sont très sympas à regarder. Allez, comme je vous disais, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse cette vidéo courte et finalement je me rends compte qu'une fois de plus, j'ai beaucoup trop parlé. Mais le côté horrifique, que ce soit en livre, en film ou en jeu vidéo, j'adore ça. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, avant que cette vidéo ne dure 1 heure, coupons par ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez frissonner pour Halloween. N'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires pour me dire avec quoi vous aimez vous faire peur. Est-ce que c'est plutôt quelque chose autour de fantômes, de sorcières, de monstres ou de vampires? Racontez-moi tout et dites-moi qu'est-ce que vous allez lire ou regarder pour vous faire peur. Moi sur ce, je vais aller ranger tout ça et je vais aller me créer une petite ambiance spooky pour pouvoir profiter d'Halloween. Belle lecture à vous, joyeux Halloween et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!